On ne peut pas faire de la politique dans le sens noble et pur du terme en préférant la guerre à la paix, la violence au dialogue. Une politique positive et bénéfique porteuse de sécurité, de liberté, de bien-être et de stabilité est celle qui s'appuie sur la paix. L'amour de la paix et la pratique de la paix. Le roi Hassan II a démontré par la parole et les actes que sa politique était basée sur le principe de la paix, parce qu'il tirait sa philosophie de l'islam. Parce que l'islam est une religion fondée sur la paix. D'ailleurs, le terme islam comporte essentiellement le sens de la paix. Salam. Le terme islam comporte essentiellement le sens de la paix. Salam. C'était un dirigeant fondamentalement calme, paisible de caractère. Il préférait la paix à la guerre, le dialogue à l'affrontement. Il l'a souvent exprimé et clairement. Je cite, « Je suis pour la paix » ou encore « Je suis plutôt un homme de paix et j'ai toujours préféré la voie de la paix à toute autre. » Pour lui, la guerre est la dernière bataille que l'homme engage si toutes les batailles diplomatiques échouent. Fin de citation. Et cette conviction donc est certainement d'essence religieuse. Je cite, « Je suis de l'école islamique, l'école du prophète, que la paix soit sur lui, qui préfère le dialogue à toute chose et qui considère la guerre comme l'ultime étape du dialogue. » À ce propos, le roi s'appuie essentiellement sur le verset coranique, je cite, « Wa in janahu lis-silmi fajnah laha » S'il cherche la paix, cherche-la aussi. Surat Al-Anfal, verset 61. Réalisant que Dieu pardonne et sauve ceux qui se soumettent à son commandement de paix. Engagé dans une guerre, il songeait immédiatement à la négociation pour la faire cesser et retourner à la paix. Car on ne fait une guerre que pour négocier en définitive, car la finalité des guerres, c'est de négocier. Fin de citation. Il avait conscience qu'une fois la guerre éclatée, il faudrait y mettre fin. Avec quoi? Avec la négociation, avec le dialogue, et cela dans des conditions extrêmement difficiles après la destruction de tant de vies humaines et de biens matériels. C'est pourquoi il pensait, comme son homologue François Mitterrand, que le dialogue est une bonne chose, une méthode de communication éclairée qu'il faut toujours employer pour éviter d'y revenir après beaucoup de dégâts et de temps perdus, puisque c'est la meilleure voie qui maintient la paix quand elle est là, la paix, ou qui y mène quand on la perd, la paix. Pourquoi donc la négliger pour la rechercher aussitôt après? Toutefois, l'inclination pacifique du roi Hassan II se concrétisait d'une manière réfléchie, prenant garde de tomber dans des contradictions, d'adopter des attitudes incohérentes. Je cite, « Il est certain qu'on ne peut saisir un organisme judiciaire et en même temps engager une guerre. C'est là une contradiction qui n'est pas dans la tradition du Maroc. » Fin de citation. Du reste, sa logique de paix était fondée sur une rationalité qui renforçait sa moralité, soit un réalisme qui consolidait son humanisme. Je cite, « Nous ne possédons pas la bombe atomique. Nous ne possédons pas des fusées, mais nous avons suffisamment d'armement et de force pour engager la lutte armée. Et pourtant, nous avons choisi la marche pacifique, car nous savons que nulle personne, quelle que soit sa tyrannie, n'assumera la responsabilité de tirer sur 350 000 civils désarmés et ne portant que le Coran. » Fin de citation. La paix était chez Hassan II un souci permanent, un objectif essentiel, la finalité finale. Elle était sa raison d'être, religieusement, moralement, culturellement et politiquement. Donc, la raison d'exercer son métier de roi. En d'autres termes, la paix était en lui une obsession qui guidait ses pas, son style, son comportement et sa manière de gouverner, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour son pays et pour le monde. Le métier de commerce dans un domaine précis ou pour une marchandise déterminée exige de celui qui l'exerce une compétence et un perfectionnement professionnel, par amour et volonté certes, mais aussi par apprentissage et expérience suffisants. Quant à la marchandise sur laquelle porte l'activité commerciale, elle doit forcément, préalablement à l'ambition commerciale elle-même, être l'objet ou l'article de prédilection à acheter ou à vendre.
Car le vrai commerçant est censé bien connaître sa marchandise à travers sa nature, ses éléments constitutifs, son origine et tous les détails techniques nécessaires, tout en saisissant les conditions requises au bon écoulement de ce produit, dont notamment celles concernant la clientèle intéressée, ses profils, ses caractéristiques, ses mentalités, autant que le moment propice au contact, à la publicité, au marchandage ou aux négociations. Voilà les conditions essentielles pour être ou devenir un bon commerçant, pratique et efficient, qui réussit sans faille ni faillite. Cela étant dit, le roi Hassan II s'assurait les mêmes conditions de succès commercial que nous venons d'évoquer. En l'occurrence, l'esprit de paix habitait son esprit, autant que son cœur. Il circulait dans ses veines et dans ses tripes pour en faire passionnément une marchandise. Une marchandise. Il cherchait la paix tout le temps et partout. Paix sociale et paix politique. Paix nationale et paix universelle. En réalité, à ma connaissance, aucun homme avant lui, théoricien de la politique, politicien, historien, analyste ou journaliste soit-il, n'a comparé la paix à une marchandise de commerce, et aucun souverain ni chef d'État avant lui ne s'est attribué le titre de marchand de la paix. Écoutons-le donc attentivement. Je suis un vendeur et un acheteur de paix. La paix se vend et s'achète, disait-il publiquement. Le roi Hassan II était donc un marchand de la paix. Ainsi s'était-il défini lui-même, ainsi s'était-il qualifié de sa propre bouche. Ce n'est ni moi, ni vous, ni quelqu'un d'autre qui l'a dit. En fait, par des paroles comme par des actes, Hassan II était un vrai et grand marchand de la paix, marchant sur la voie de la paix bien avant la marche verte, car celle-ci était en réalité la plus grande illustration de son esprit pacifique, le plus fort aboutissement de sa diplomatie tranquille, la plus grande démonstration de son pacifisme pour libérer ce qui restait à récupérer du territoire national. La paix était alors sa marchandise de prédilection, son objet d'acquisition préféré et sa valeur de placement favorite. Prioritaire à toute priorité, elle était son article commercial primordial, dans toutes les formes et les méthodes de transaction, achat et vente, import et export, paiement comptant ou à crédit, en cash ou par titre financier, en numéraire ou par troc. Tous les moyens honorables étaient donc bons pour trouver, assurer ou procurer la paix chez Hassan II. Je cite, « Nous, les chefs d'État, nous devons être comme des brocanteurs. Chacun avec sa valise et présentant une marchandise. On s'assoit autour de la table et on fait le troc. » Fin de citation. Ainsi, Hassan II précisait donc sa qualité spécifique de marchand de la paix, un brocanteur. Car si la paix représente une marchandise précieuse, un objet de valeur, elle doit être cependant accessible à tout le monde, puisqu'elle concerne tout le monde, à l'instar des choses que l'on achète ou que l'on vend au marché aux puces et dans les brocantes. Et Dieu sait que le roi défunt était un grand et habile négociateur. Mais cette paix, il ne la souhaitait pas à n'importe quel prix. Il la voulait dans la dignité et le respect. « Je veux la paix dans l'honneur », accentuait-il. Il sera encore plus précis là-dessus en soulignant, je cite, « Je suis pour la paix, mais je ne suis pas pour une paix à n'importe quel prix, ou n'importe comment. » Fin de citation. Ne rappelle-t-il pas ici la notion de la paix des braves qu'avait offert le général de Gaulle aux Algériens eux-mêmes en octobre 1958 pour mettre fin à la guerre d'Algérie? Soit la paix qui, tout en découlant du vainqueur qu'il impose, ne devrait pas pour autant humilier le vaincu, mais bien au contraire, le servir à renaître, à se reconstituer, à se reconstruire. Ainsi, quand le roi Hassan II se trouvait contraint d'aller à la guerre, comme ultime recours, il se gardait d'abuser de sa position de force et s'interdisait de dépasser l'objectif admissible et fondé qu'il devait atteindre en légitime défense. La confrontation armée entre son pays et l'Algérie était un événement douloureux durant lequel le roi mettait cette conviction en évidence. Des experts militaires occidentaux soutenaient que les forces armées royales aurait pu se ruer vers Alger et l'occuper comme une fleur. Le souverain le confirmera. Je cite, « Il nous était facile de riposter à l'agression. Nous en avions tous les moyens, mais nous voulions la paix. Je donnais l'ordre aux forces armées royales
de se retirer à 1 kilomètre des lignes d'engagement et de n'ouvrir le feu que pour se défendre. Je crois sincèrement qu'une catastrophe aux conséquences incalculables fut ainsi évitée. Fin de citation. Même la presse française en témoignera. Voici ce qu'en dira par exemple l'hebdomadaire Jeune Afrique, je cite: « Dans le conflit de 1963 avec l'Algérie, Hassan II, qui était en position de force, a volontairement modéré puis retiré ses troupes qui s'étaient profondément avancées en territoire algérien, à quelques kilomètres de Tindouf. Sans doute pensait-il qu'une guerre avec le voisin créerait un traumatisme et une animosité qui compromettraient de façon durable l'avenir. » Fin de citation. En réalité, on le sait, il est difficile de freiner son élan de riposte quand on est vainqueur. Il faut s'élever au-dessus des bénéfices politiques et des butins matériels ou militaires, surtout en matière d'armes, que l'on tire généralement des batailles gagnées. Il faut posséder une grandeur d'âme et savoir pardonner pour adopter une telle attitude. Il faut être un militaire modéré, politiquement clairvoyant, ou un politique modéré, militairement clairvoyant, pour manifester une magnanimité aussi rare en période de guerre. Le roi Hassan II savait représenter les deux réalités à la fois. Je cite: « Rares sont les hommes d'État qui, au début d'une guerre, ont une vision claire de ses objectifs politiques. Plus rares encore sont les guerres livrées pour établir les bases de la modération qui va suivre. » Fin de citation. Écrivait le politologue et homme d'État américain Kissinger. Hassan II faisait donc partie de ces rares hommes d'État. Parce qu'il possédait une vision claire dans cette guerre de 1963 contre l'Algérie, après avoir tout fait pour l'éviter. C'était alors une démonstration éloquente du pacifisme d'Hassan II. En fait, ce pacifisme hassanien à l'égard des autres États du monde s'explique par un désir de coexistence politique, conscient et constant. Il ne faut pas que la disparité d'un régime par rapport à un autre soit outrancière. Il faut qu'on accepte de cohabiter même avec des régimes différents. Fin de citation. Expliqua un jour le souverain. Parce que, je cite, chaque pays a sa propre personnalité et sa propre nature, précisera-t-il plus tard. S'interdisant de, je cite, proposer aux autres pays, notamment arabes, des voies et modèles à suivre. Un raisonnement qui illustre dans le pacifisme du roi la relation positive devant exister entre paix et politique dans les relations internationales, où tolérance devient synonyme de diplomatie. En fait, on constate que cet esprit pacifiste, maintes fois concrétisé, donnait au souverain la possibilité d'exercer réellement son art de dialoguer et de coopérer au-delà des frontières du Maghreb et du continent africain. Les 4 variables que vous voyez devant vous sur l'écran, dans une combinaison de symbiose, sont étroitement corrélées dans la politique de la paix, soit une stratégie de paix en matière de politique étrangère du regretté souverain, où chacune des variables en question, paix, politique, tolérance et diplomatie, est pratiquement synonyme de l'autre, en l'accompagnant constamment dans la dynamique commerciale de paix, où la négociation constitue la dynamo du système. En d'autres termes, les 4 variables que vous voyez constituent les 4 piliers dans les relations extérieures du Maroc de Hassan II. Il caractérisait son art de gouverner parmi d'autres facteurs déterminants que nous verrons plus tard. Il lui permettait de conduire une diplomatie remarquable, une diplomatie planétaire à la fois intuitive et réfléchie, inventive et sage, marquée du sens du verbe, du geste et du temps, que maintes nations se reprocheront de ne pas avoir suivi, que l'avenir étudiera comme un modèle, comme le déclarait Maurice Druyon de l'Académie française et de l'Académie du Royaume du Maroc, en parlant du roi Hassan II. L'histoire a enregistré que le roi Hassan II du Maroc fut le premier qui demanda au monde arabe de reconnaître Israël. Le premier qui demanda à Israël de reconnaître l'OLP. Le premier à consacrer le droit des Palestiniens d'établir un pouvoir national sur tout territoire libéré, comme le soulignait d'ailleurs le journal Le Monde du 30 octobre 1974, accordant ainsi la reconnaissance de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, comme le seul et légitime représentant du peuple palestinien. Le premier qui a offert son pays pour une rencontre entre les représentants israéliens et égyptiens. Le premier qui organisa une conférence économique sans pareille à Casablanca avec presque 3000 personnes,
moitié homme d'État, moitié homme d'affaires. Et le premier parmi les Arabes qui a compris profondément les problèmes du monde juif et qui cherchait à rénover l'âge d'or entre les musulmans et les juifs. Mais le roi Hassan II s'avance habilement sur les voies de la paix, comme le reconnaît la presse occidentale. C'était sa meilleure façon de cheminer correctement vers l'entente, doucement mais sûrement, une démarche de sagesse en fin de compte. Mais il me faut maintenant signaler que la tendance pacifiste du monarque marocain reposait d'abord sur son esprit optimiste, encourageant et rassurant. Je suis un homme optimiste, aimait-il à dire. Mais il affichait un optimisme prudent et modéré. N'avait-il pas exprimé une confiance raisonnée et motivée sur le problème du Sahara marocain? Je cite, « Nous avons foi en la paix et aux voies qui mènent à cette paix. Nous sommes les premiers à avoir demandé un recours à la Cour internationale de justice. Je suis persuadé que celle-ci nous rendra justice. » La rationalité du roi et son réalisme résultaient de sa pondération et sa circonspection. Le roi détestait la précipitation dans l'action. Le problème du Sahara était encore une occasion historique pour le démontrer. Je cite, « Celui qui aujourd'hui engage son peuple dans un conflit armé doit savoir qu'une guerre n'est plus une aventure calculable. C'est pourquoi nous avons tout fait pour éviter la guerre, d'où la marche verte. » À la lumière de ce qu'on a vu, pour Hassan II, la paix était tout et devrait être partout, en tout et pour tout. Soit la paix, encore la paix, toujours la paix. Et dans cette logique de paix intégrale et permanente, Hassan II croyait vraiment en la diplomatie, facteur de paix, et répugnait le refus du dialogue, facteur de guerre. Croyant énergiquement que la diplomatie laisse toujours une marge de dialogue dans le pire des cas, ce que n'offre pas la guerre au commencement. C'était le principe sacré et le noyau de son pacifisme politique, pour ainsi dire. Lui, Hassan II, le marchand de la paix des temps modernes, voire le plus grand et habile marchand de la paix du XXe siècle, parmi les souverains les plus pacifiques de sa génération. Tout le reste de ses idées dans l'art de gouverner gravitait autour de ce noyau. C'était aussi ça, Hassan II. À la troisième partie de cette série, si Dieu le veut, je l'espère,